Le premier principe que Le Corbusier voulut imposer aux architectes est né dans son esprit de constatations très simples. L'arc que décrit le soleil dans le ciel doit décider de la situation et de la forme de la maison. D'ailleurs, dans toutes ses réalisations, il s'efforcera toujours davantage de faire pénétrer la lumière à l'intérieur des habitations. Son deuxième principe, corollaire du premier, l'être humain ne doit pas rester isolé de la nature. S'il faut donc tenir compte du soleil, de l'espace, il ne faut pas oublier la végétation. Un rocher, un arbre, une baie doivent pouvoir être contemplés par les occupants des maisons. Les grandes villes offrent depuis les débuts de ce siècle deux aspects rebutants. D'une part, le morcellement provoqué par le surgissement anarchique des maisons familiales. D'autre part, l'amoncellement chaotique d'immeubles, véritables océans de pierre et de béton aux cours sombres. Pour réhumaniser les villes, Le Corbusier propose l'habitation au soleil, entourée d'un minimum de voies de communication. À la place d'immeubles accolés les uns aux autres, des espaces verts. Le regard doit pouvoir se perdre au loin, au lieu d'aboutir dans la salle de bain du voisin. Le Corbusier classe les individus en trois grands groupes: l'agriculture, l'industrie et le commerce, l'administration urbaine. Il entend les coordonner harmonieusement. Il préconise des colonies agricoles, s'inspirant de principes coopératifs plus rationnels que l'exploitation individuelle. Les fabriques ne devront plus être posées au hasard du terrain, entre des maisons locatives, mais le long d'importantes artères, de lignes ferroviaires ou de cours d'eau. Ainsi, les transports seront facilités, les installations centralisées et le personnel pourra vivre hors des grandes villes. Ces villes elles-mêmes seraient édifiées au point d'intersection de voies de communication où se trouveraient tous les centres administratifs et d'échanges commerciaux. La cité radieuse de Marseille est en quelque sorte le symbole de ces villes du futur. Sa construction a duré 5 ans, de 1947 à 1952. Elle abrite 1800 personnes. L'immeuble repose sur des piliers qui donnent à l'édifice imposant une sorte de légèreté. Cet immeuble de 337 appartements est construit suivant le principe du bouteiller. Chaque logement est en quelque sorte encastré dans une charpente en béton armé, acoustiquement isolée des autres appartements. Ceux-ci se répartissent sur 2 étages, irrégulièrement disposés les uns par rapport aux autres. Dans tous les appartements, les fenêtres donnent sur la mer ou sur la montagne. Tout a été minutieusement conçu à la mesure et aux besoins de l'homme. Un centre commercial assure le ravitaillement des habitants. Une puissante centrale permet la ventilation de tout l'immeuble. Aux étages supérieurs et sur le toit plat, encore une invention de Le Corbusier, on trouve des installations de sport, la pouponnière et le jardin d'enfants. 5 de ces unités d'habitation destinées à 10 000 personnes
sont en cours de réalisation à Meaux. Le Corbusier voyait en elles le commencement d'un nouvel âge architectural et la mort des villes tentaculaires. Un vœu lui tenait très à cœur, la réorganisation urbaine de Paris qui ne correspond plus aux exigences de notre temps. Paris ploie sous le fait de ses édifices comme un navire surchargé. Partout, des encombrements de circulation. Sa vie durant, Le Corbusier s'est attaqué à l'étude de cette réforme urbaine de la capitale française. En 1927, il réclame le percement de larges artères. En 1937, il dresse un plan où des immeubles neufs ont pris la place des taudis. Puis il suggère l'aménagement d'une avenue parallèle aux Champs-Élysées. Dans un autre projet, il propose de créer un centre commercial sur l'emplacement du quartier des Halles. Son dernier projet prévoit la construction à Montmartre de 4 grands immeubles offrant des logements confortables à 4 fois plus d'habitants que le quartier n'en abrite actuellement. Mais de tout temps, les idées révolutionnaires de Le Corbusier se sont heurtées au conformisme et à une vive résistance. Il y a longtemps qu'il avait prédit la mort de nos villes par étouffement. Il prévoyait également la multiplication de ces grandes cités futuristes en France, en Europe, dans le monde entier. Aujourd'hui, on commence à construire suivant les principes fonctionnels du grand architecte. Il les défendait, ces principes, avec tant d'acharnement et de conscience. Mais ces réalisations ne porteront pas son nom. Il est si facile de dépouiller les morts, surtout s'ils ont eu du génie. Le Corbusier, de son vrai nom Charles-Édouard Jeanneret, est né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds, à quelques kilomètres de la frontière française. Il passe son enfance et son adolescence dans cette région horlogère. Dès sa prime jeunesse, il dessine. Le père du jeune garçon fait des cadrans de montres et possède son propre atelier d'émaillage. Sa mère, morte centenaire en 1960, possédait un authentique talent de musicienne qu'elle a légué à ce second fils Albert, à gauche. Charles-Édouard décide de devenir graveur sur boîtier de montre, mais à 17 ans et demi, il construit sa première maison à La Chaux-de-Fonds. À 19 ans, il prend le chemin de l'Italie. Il veut dessiner, étudier, évaluer des volumes. Ensuite, il parcourt toute l'Europe. Il va dans le sud, en Orient. Il passe 21 jours au mont Athos. Il visite le reste de la Grèce, s'arrête au Parthénon. Peu à peu, il découvre une réalité qui ne correspond pas forcément à l'enseignement des manuels scolaires. La base principale de sa formation d'architecte sera constituée par ses voyages d'études. Il ouvre à Paris un bureau d'architecture.
Pour gagner son pain, il travaille comme dessinateur chez l'architecte Auguste Perret, esprit libre et hardi, qui avait lui-même quitté les beaux-arts avant d'être diplômé et qui comprit fort bien le jeune homme. C'est chez Perret que Charles-Édouard rencontrera le peintre aux enfants qui lui donnera le goût de la peinture. En 1918, il peint son premier tableau, La cheminée. En 1919, il prend efficacement part à la création de la revue L'Esprit Nouveau, qui combattra pendant 5 ans en faveur de l'architecture et d'un urbanisme moderne. 10 ans plus tard, débarquant au Brésil, il sera accueilli par ces paroles « Lorsque le numéro 1 de L'Esprit Nouveau arriva chez nous, nous avons tous senti qu'un événement venait de se produire. » En 1922, un cousin de Le Corbusier, Pierre Jeanneret, vient le rejoindre à Paris. Ils s'associent et ouvrent un atelier rue de Sèvres. Le Corbusier se met à l'étude, remonte le cours de l'histoire pour comprendre comment Paris est né. Il découvre que la ville s'est implantée à l'intersection de 2 voies de communication, qu'une cathédrale est édifiée, Notre-Dame, une abbaye, Saint-Germain-des-Prés, un palais, le Louvre, sous Louis XIV, l'Hôtel des Invalides, sous Louis XVI, le Panthéon, sous Napoléon, l'Arc de Triomphe. Eiffel viendra ensuite planter sa tour métallique dans le paysage parisien et Paul Abadie, le Sacré-Cœur. Soudain, les autorités s'avisent que Paris ne doit pas se transformer en chaos architectural. Avec Jeanneret, Le Corbusier travaille à un projet complet de ville pour 3 millions d'habitants. Ce réaménagement du centre de Paris entra toute sa vie l'architecte. En 1925, à l'exposition des arts appliqués, Le Corbusier signe le pavillon de l'Esprit Nouveau. Et 2 ans plus tard, c'est le scandale à propos du futur palais des Nations à Genève. Gagnant le concours avec Jeanneret, devant 377 autres concurrents, les architectes se voient refuser leur projet sous prétexte que les plans n'avaient pas été dessinés à l'encre de Chine, comme le voulait le règlement, mais reproduits à l'encre d'imprimerie. Une tempête internationale de protestations fit rage. En vain, les architectes avaient été joués de la manière la plus inique. En 1928, au château de la Sarraz, fondation du Congrès international pour l'architecture moderne. Pendant 30 ans, le CIAM donnera le la en matière d'urbanisme dans le monde entier. Le Corbusier est évidemment présent à cette manifestation. Toujours en 1928, Le Corbusier et Jeanneret reçoivent commande des plans du palais des coopératives à Moscou. Le palais sera construit, mais pas d'après les projets initiaux. La même année, Le Corbusier invente l'automaximum qui ne suscite que des quolibets. 30 ans plus tard, l'industrie automobile reprend les projets sans citer l'auteur. En 1929, plan jamais réalisé pour un musée mondial à Genève, le Mondanéo. En 1931, Jeanneret et Le Corbusier gagnent le concours pour la construction du Soviet suprême à Moscou. Mais Staline décide que l'architecture socialiste doit être d'essence gréco-latine et rien ne se fait. En 1933, le projet d'urbanisation de la ville d'Anvers est oublié au fond d'un tiroir. En 1934, et en dépit de leur retentissement mondial, les plans de la ville de Nemours en Afrique ne sont pas exécutés. Le Corbusier est la cible permanente des critiques et des railleries. De 1930 à 1942, il travaille à la mise au point d'un plan de rénovation de la ville d'Alger. Son premier projet prévoyait la reconstruction de toute la ville avec de grands immeubles pour abriter les centres commerciaux et administratifs à côté de quartiers d'habitations aérés. Il tient compte des conditions climatiques particulières, du mode de vie des gens, de l'histoire et des nécessités de l'industrie et du commerce. 7 plans se suivront successivement. Finalement, de tout ce travail, il ne subsistera qu'un seul groupe de maisons, puis un seul immeuble. Au terme de 13 ans d'études, de recherches, le conseil municipal d'Alger refuse définitivement tous les projets. Curieusement,
On a toujours permis à Le Corbusier de concevoir les réalisations les plus audacieuses. Jamais on ne l'autorise à les réaliser. En 1929, il est appelé à Buenos Aires pour exposer sa conception de l'architecture moderne. En 1935, Rockefeller l'invite aux États-Unis pour une tournée de 29 conférences. L'Amérique est pour lui une passionnante révélation. Il exécutera 360 croquis au cours de ce voyage. En 1935 et en 1938, il peint diverses fresques, car son activité d'architecte ne l'empêche pas de consacrer une partie de son temps aux beaux-arts. En 1936, il est invité à dresser les plans de la cité universitaire de Rio et du ministère brésilien de l'Éducation. Ce dernier immeuble mené à bien est célèbre dans le monde entier. En 1953, l'architecte brésilien Costa disait avec amertume « Si la proposition de construire une cité universitaire à Rio avait été suivie, nous posséderions aujourd'hui un trésor architectural signé Le Corbusier ». En 1937, exposition internationale du logement à Paris. Le Corbusier lui donne son nom. Elle ne contiendra aucune de ses réalisations. À la dernière minute pourtant, on lui propose un pactole en le suppliant d'y construire quelque chose. Il édifie alors une audacieuse halle de toile dans laquelle il expose, entre autres, ses plans pour un stade de 100 000 personnes. 20 ans plus tard, le gouvernement irakien fait construire le stade à Bagdad. À la fin de la guerre, Le Corbusier est chargé de la reconstruction de la ville de La Rochelle et de Saint-Dié. Des intrigues vouent son travail à l'échec. En 1946, le gouvernement français le délègue à New York pour participer au débat préliminaire à la construction du siège des Nations Unies. Après d'âpres joutes oratoires, l'Assemblée générale accepte les plans de l'architecte qui doit alors faire face à une violente campagne de presse. À Marseille, la cité radieuse terminée, Le Corbusier est assigné en justice pour violation du paysage. Autre campagne de presse, on lui réclame sans succès 20 millions d'anciens francs d'indemnité. En 1950, sa correspondance avec Nehru lui vaut de recevoir enfin la plus importante commande de sa vie, construire une nouvelle capitale au Pendjab indien. Il prévoit d'ériger un monument au milieu des bâtiments. Une main qui sent venir le vent, cette main ouverte vers l'avenir qui est le symbole de son œuvre tout entière tournée vers le futur. Jusqu'à aujourd'hui, seule une petite partie de Chandigarh est exécutée. De multiples difficultés ont surgi. Mais, en 1950, Le Corbusier pourra enfin s'exprimer avec une totale liberté. C'est la chapelle de Ronchamp dans les Vosges. Pour la première fois, on applaudira son œuvre à l'unanimité. Il construira ensuite le monastère dominicain de la Tourette à Lyon, qui est certainement l'une de ses réalisations les plus mûrement réfléchies, celle qui peut-être correspond le mieux à ses principes, solitude et sobriété harmonieuse.
En 1951, il participe au concours pour la construction du siège de l'UNESCO. Les États-Unis mettent leur veto, nouvelle campagne de presse. Le gouvernement nippon invite Le Corbusier à Tokyo pour y établir les plans d'un musée consacré à l'art moderne occidental. Ses élèves japonais le réaliseront à la perfection. Berlin souhaite être doté d'une cité radieuse. Les interventions de sociétés immobilières empêchent la réalisation de ce vœu. En 1958, Le Corbusier est invité à participer à la reconstruction de Berlin. À la séance décisive, ses propositions sont repoussées. 1958, exposition de Bruxelles. Pour le pavillon Philips, Le Corbusier réalise un poème électronique, combinaison audacieuse où se mêlent le cinéma, la musique, la sculpture et des bruitages divers. Cette énumération des œuvres les plus importantes du plus grand architecte de ce siècle, un architecte qui n'a jamais étudié l'architecture, suffit à montrer à quel point Le Corbusier a été mal compris, trahi et honteusement exploité. En 1956, on lui offre un siège à l'Institut de France. Il remercie et refuse, car il ne veut pas que son nom serve à cautionner l'évolution momentanée de l'école des beaux-arts vers un modernisme superficiel. Quand il éprouve le besoin de mettre de la distance entre ses adversaires et lui, il se retire dans sa maisonnette du Cap Martin dans le Midi. Dans la matinée du 27 août 1965, il se baigne. Pris d'un malaise subit, il se noie. Il a 78 ans. Mais à Paris, ses collaborateurs continueront ses travaux jusqu'au jour où des divergences se manifesteront entre eux. L'atelier sera fermé. Le gouvernement achète la Villa Savoie à Passy pour y abriter un musée Le Corbusier. Une fondation Le Corbusier est créée à Paris chez le collectionneur suisse Laroche. Entre-temps, divers groupes d'élèves tentent, chacun à leur manière, d'achever les plans restés incomplets. André Wojcinski, qui fut pendant longtemps l'un des plus proches collaborateurs de Le Corbusier, nous dit qui dirige et coordonne actuellement les projets non encore exécutés. Il n'était pas possible que l'atelier Le Corbusier continue d'exister, puisque un atelier d'architecte, c'est un homme, c'est un monsieur, et quand ce monsieur n'est plus là, l'atelier n'est plus possible, surtout lorsque ce monsieur est Le Corbusier. Il y a la fondation Le Corbusier, à qui Le Corbusier a légué tout ce qu'il possédait et qui, par conséquent, doit s'occuper et a le droit d'exercer une certaine supervision sur ce qui est réalisé. Mais en dehors, ce sont les clients de Le Corbusier, les organismes ou les personnalités qui lui avaient demandé de faire telle ou telle construction qui doivent eux-mêmes décider comment ils veulent assurer la continuation. Et la fondation elle-même ne fonctionne pas encore ou La fondation fonctionne bien, seulement elle n'est pas encore tout à fait définitivement créée dans son organisation définitive, parce que la création d'une fondation pose des problèmes juridiques et financiers qui sont compliqués et qui nécessitent des formalités, des autorisations qui sont assez longues à obtenir. Pourquoi, de votre opinion, Le Corbusier a-t-il réalisé seulement quelques pourcents de ses projets? Il est apparu comme un révolutionnaire, comme un perturbateur d'un certain ordre et d'une certaine routine qui était établie. Et alors évidemment, les gens qui font cela, dans tous les domaines, ne sont jamais aimés, ils font toujours peur. Je crois pouvoir dire, d'ailleurs, je crois être autorisé, puisque j'ai connu très intimement Le Corbusier, à dire que quelquefois il était lui-même un propre obstacle à ses réalisations, dans le sens même où son intransigeance, dans le sens où son refus de tout compromis, son refus de toute concession, rendait finalement quelquefois ses rapports un peu difficiles, surtout précisément avec les financiers que je viens d'évoquer. Et quelquefois, bien sûr, c'est Le Corbusier qui était tout à fait l'opposé de ce qu'on pourrait appeler un diplomate,
et qui n'était pas du tout un bon homme d'affaires, et bien quelquefois il faisait peur à des clients éventuels qui finalement renonçaient à lui le charger d'une réalisation. En 1923, il avait bâti près de Vevey, au bord du Léman, une petite villa pour ses parents. Sa mère y vécut jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, cette maison, dont l'allure moderne ne s'est pas démentie, est occupée par le frère de Le Corbusier, le violoniste et compositeur Albert Jeanneret. Nul n'est prophète en son pays, et Le Corbusier moins que quiconque. À la vue de la maison des bords du Léman, les autorités d'une commune voisine avaient crié au scandale et au crime contre la nature. La maison est toujours là, classée monument historique. Elle fait l'admiration de tous ceux qui sont sensibles à l'intelligence des formes et des fonctions. À Genève, où il se vit refuser la construction du Palais des Nations et du Musée mondial, l'immeuble Clarté, terminé en 1930 en dépit des intrigues, porte sa signature. On lui alloua également des crédits pour réaliser le pavillon suisse de la Cité universitaire de Paris, inauguré en 1931. Les réactions de la presse suisse romande contre Le Corbusier furent d'une violence inouïe. Créateur génial et prophétique, Le Corbusier reçut de nombreuses distinctions suisses et internationales, ce qui n'empêcha pas qu'il fût exclu de l'exposition nationale de 1939 et de 1964. En 1957, l'architecte Willy Beusiger a été la cheville ouvrière de la rétrospective de l'œuvre picturale de Le Corbusier au Musée des Beaux-Arts de Zurich, qui avait déjà abrité une exposition à l'occasion des 50 ans de l'architecte. En 1959, Eddie Weber, ensemblier, mit en valeur dans sa galerie l'œuvre graphique de Le Corbusier, ses lithographies, ses huiles, ses tapisseries, ses meubles. C'est encore cette galerie qui exposa ses œuvres plastiques les moins connues. En 1960, Heidi Weber réussit à convaincre Le Corbusier de concevoir les plans d'un pavillon d'exposition qui serait construit à Zurich, à proximité du lac. Le Corbusier mourut avant d'avoir achevé ses projets, qui furent alors confiés à ses élèves, Robert Rebutato et Alain Tavès. Madame Heidi Weber a baptisé le centre Le Corbusier quelques semaines après notre intervention. Nous appelons toujours, nous, le projet le Zurichorn, étant donné que c'était le nom donné par Le Corbusier et qui était mentionné sur le livre noir qui correspond à la nomenclature des plans de l'atelier Le Corbusier du 35 rue de Sèvres. Was zeigen Sie denn vor allem mit dem Centre Le Corbusier? Que voulez-vous montrer au centre Le Corbusier? Je veux montrer la valeur de ses peintures, de ses sculptures, de ses tapis muraux, et aussi des œuvres architecturales, et peut-être plus tard les plans de construction des villes. Veranstaltungen im Sinne von einer Auseinandersetzung über Städteplanung veranstalten.